Merci Sitaïb, merci à vous tous. On va commencer cette deuxième séance et quand j'ai pris en charge de traiter cette question, finalement je n'ai pas trouvé grand-chose et ça va être plutôt pratique. Donc la réalité pratique de tous les jours, donc je vais partir d'un cas clinique. Donc c'est le cas clinique d'une patiente de 25 ans, étudiante, qui présentait une toux et une expectoration mucopurulente depuis une semaine, accompagnée d'une asthénie et de fièvre. En fait, l'interrogatoire retrouvait la notion depuis l'âge de 18 ans d'une rhinorrhée avec des éternuements et prurite nasale durant la saison froide, et plus ou moins améliorée par un traitement antihistaminique que la patiente menait à la demande. Et par ailleurs, notion de sifflement difficile à retrouver à l'interrogatoire. L'examen physique trouve une rhinite purulente avec des râles ronflants aux bases. La radiothorax, probablement un syndrome bronchique de la base. La biologie montre une hyperleucocytose avec un syndrome inflammatoire modéré. Devant la toux d'expectoration, on demande deux bacilloscopies qui sont négatives à l'examen direct et on retient le diagnostic de sinusite aiguë sur infection bronchique, peut-être asthme à explorer par la suite. On l'a mis sous traitement antibiotique, corticoïde nasal antihistaminique et bêta-2 à la demande s'il y avait une gêne respiratoire. On la recontrôle 2 mois après. La patiente est très contente. Amélioration nette de la rhinite. Il n'y avait pas de gêne respiratoire. Et nous recevons une culture de crachat positive et on identifie un Mycobacterium tuberculosis. Qu'est-ce qu'on va faire de cette culture? Évidemment, le premier réflexe que je ferai et que j'ai fait, c'est tout d'abord vérifier le nom de la patiente, le dossier médical, la date du prélèvement pour être sûr que ce crachat, que ce prélèvement, le résultat de ce prélèvement correspondait bien à la patiente. Évidemment, par la suite, il faudra convoquer la malade. Évidemment, là aussi, je tire votre attention, il faut avoir les coordonnées et le numéro de téléphone du patient et de la famille dans le dossier de malade. Parfois, on ne trouve rien dans le dossier. Bien, on va convoquer cette malade et on va tout reprendre, l'interrogatoire, l'examen physique, la radiographie du thorax et éventuellement deux bacilloscopies. L'interrogatoire, je ne vous rappelle rien de plus, il faut qu'il soit vraiment minutieux, draconien, rechercher tous les facteurs favorisants, en particulier les facteurs de risque de tuberculose et la notion d'un comptage tuberculeux, même si c'est ancien, voir les habitudes de la patiente, les antécédents et l'histoire actuelle de la maladie en renforçant encore plus notre interrogatoire. Et finalement, nous retrouvons effectivement qu'il y avait une notion de comptage tuberculeux. La sœur était traitée pour tuberculose pulmonaire il y a 5 ans et qu'en fait, en la poussant un peu plus, elle avait quand même depuis 3 mois une asthénie avec une anorexie qu'elle avait mise sur le compte du stress de l'examen. L'examen physique à ce moment-là donc était sans particularité. On refait la radiothorax, il n'y avait pas de lésion évocatrice de tuberculose. On refait 2 BK, 2 recherches de bacilloscopie et elles sont toujours négatives à l'examen direct. Donc à ce moment-là, on décide de faire une tomodensitométrie thoracique et d'autres prélèvements en fonction des résultats. Vous savez, il s'agit d'une femme, donc on va privilégier le tubage gastrique puisqu'elle ne savent pas bien cracher, éventuellement une expectoration induite et finalement, éventuellement aussi une endoscopie bronchique avec un lavage broncho-alvéolaire. Le but ultime, c'est de confirmer encore une fois cette tuberculose pulmonaire. Et je voudrais vous rappeler, je pense que vous le savez aussi, que la tomodensitométrie au cours de la tuberculose est beaucoup plus sensible que la radiographie du thorax dans la détection des lésions parenchymateuses et des adénopathies médiastinales et qu'elle est particulièrement utile dans la détection de petites cavités au sein des condensations et des nodules confluents et denses qui sont infraradiologiques. Vous voyez dans cette étude, par exemple, qui est même ancienne mais qui est intéressante, et cet auteur avait étudié l'apport de la tomodensitométrie thoracique chez des patients ayant une tuberculose pulmonaire avec des frottis négatifs. Et il a trouvé une très bonne sensibilité de 80% avec une spécificité de 70%, avec la présence de lésions cavitaires, donc sur la tomodensitométrie, dans plus de la moitié des cas, donc pratiquement dans 60% des cas, versus 22% à la radiographie du thorax. Donc la tomodensitométrie, nous la demandons à la recherche de lésions
qui ne seraient pas visibles à la radiographie du thorax, en recherchant essentiellement les lésions élémentaires que vous connaissez, les nodules acinaires, les micronodules centrolobulaires, les condensations parenchymateuses, les cavités et particulièrement l'existence de petites cavitations au sein de nodules ou de condensations qui seraient assez évocatrices de tuberculose pulmonaire. Évidemment, le siège des lésions, vous le savez. Et enfin, on recherchera aussi l'aspect d'arbre en bourgeon, qui n'est pas vraiment spécifique de la tuberculose, mais il a une très bonne valeur diagnostique quand il est associé à d'autres lésions évocatrices. De même, la tomodensitométrie thoracique permettra essentiellement de retrouver une atteinte ganglionnaire. Donc les caractéristiques éventuellement des adénopathies d'origine tuberculeuse, c'est le centre qui est clair, qui est nécrotique, et ces adénopathies, elles aussi, peuvent être soit isolées, soit associées à une atteinte parenchymateuse. Par ailleurs, la tomodensitométrie peut aussi découvrir un épanchement pleural passé inaperçu à la radiographie du thorax. Donc, chez notre malade, nous avons terminé par une tomodensitométrie thoracique, et comme vous le voyez ici, il y avait des nodules, on ne voyait pas du tout sur la radiographie, avec des micronodules et ce fameux nodule escavé, et c'était des lésions fortement évocatrices et un argument de plus pour la tuberculose. Nous avons alors poussé plus loin les investigations. Nous avons terminé par une fibroscopie bronchique qui était normale, et le lavage broncho-alvéolaire a permis d'isoler les bacilles, et nous avons pu ainsi retenir le diagnostic de tuberculose et démarrer un traitement antituberculeux. Je passe à la deuxième observation clinique. Là, c'est un patient plus âgé, 65 ans, tabagique, sevré il y a 2 ans, qui a une BPCO sévère, traitée par une association triple, LABA et corticodinalée, et qui a été déjà hospitalisé à 2 reprises pour exacerbation aiguë de BPCO d'origine infectieuse. Et la dernière hospitalisation remontait à 3 mois pour une insuffisance respiratoire aiguë secondaire à une surinfection bronchique à Haemophilus influenzae, avec à la radiographie du thorax une distension, la biologie d'un syndrome inflammatoire. Nous avons demandé 2 bacilloscopies puisqu'il avait des expectorations purulentes qui sont revenues négatives, et on a instauré un traitement antibiotique avec oxygénothérapie et kinésithérapie, et depuis il y avait une bonne évolution. On le revoit à la visite de contrôle au bout de 3 mois et tout est normal, il est stable, mais là aussi on récupère les cultures de crachat et on répond positif à 10 colonies. On revoit le malade, on refait une deuxième radiographie du thorax, et finalement, je ne sais pas si vous le voyez, au fort grossissement, il y avait un petit infiltrat apical droit. Nous terminons par une tomodensitométrie thoracique et qui confirme bien l'infiltrat au niveau du lobe supérieur droit. Nous avons préféré commencer par une tomodensitométrie thoracique, évidemment, vu l'état respiratoire sévère de notre patient. Nous faisons là aussi on répète les bacilloscopies. La première recherche de bacilles dans les crachats revient négative. Et devant l'assistance de Madame Slim de refaire une bonne analyse et un bon prélèvement de sécrétion, on refait le lendemain un examen après une séance de kinésithérapie, et on demande un jeune expert vu la forte suspicion de tuberculose pulmonaire, et on nous répond positif, il s'agit d'un Mycobacterium tuberculosis sensible à la rifadine. Donc simplement pour vous dire que le diagnostic de la tuberculose pulmonaire reste essentiellement quand même avant tout un diagnostic bactériologique. Cependant, il faut savoir que la microscopie n'est pas vraiment spécifique, elle est peu sensible. Pour avoir une microscopie positive, il faut plus de 10 à la puissance 3 à 10 à la puissance 4 bacilles, et que vous voyez qu'au cours de la tuberculose pulmonaire, chez les adultes, la bacilloscopie est positive dans 60 à 80% des cas. Elle est vraiment très, très faible, les bacilloscopies positives chez l'enfant, de moins de 20%, et raison de plus chez les sujets immunodéprimés, encore plus au cours des formes de tuberculose extrapulmonaire, où les bacilloscopies positives sont le taux de positivité est très faible. C'est pour cela que ces dernières années, j'ampute un peu sur l'exposé de mon ami le professeur Slim, que je remercie pour ces diapositives. C'est pour cela que pour anticiper et pallier à la mauvaise sensibilité de la microscopie, on a développé de nouvelles techniques rapides, les techniques de biologie moléculaire avec la PCR et la fameuse technique du gène expert MTB rifadine, qui va permettre en un temps très court, de 2 heures, 3 heures de temps, d'augmenter le nombre de diagnostics de tuberculose confirmés et de la bactériologie de 30 à 40%.
En dehors de la microscopie et des bacilloscopies, il y a aussi la culture qui, elle, va permettre d'identifier le bacille de tuberculose, et sur la culture en milieu solide qu'on va porter le diagnostic de tuberculose pulmonaire. L'inconvénient, c'est qu'elle est lente, 2 mois en moyenne, et pour notre patient qui avait déjà une culture positive, on ne peut pas attendre encore 2 mois. Et c'est pour cela que là aussi, on a amélioré les techniques de diagnostic rapide en passant de la culture solide à la culture sur milieu liquide, qui est beaucoup plus sensible, de 95 à 98%. Avec des résultats beaucoup plus rapides. En pratiquement 1 mois, 3 semaines à 1 mois, nous avons des résultats positifs. Elle permet de détecter un faible nombre de bacilles, de détecter les bactéries viables et de détecter aussi bien le complexe Mycobacterium tuberculosis que les mycobactéries non tuberculeuses. Et finalement, l'avantage aussi, c'est de faire les antibiogrammes, surtout si en cas de résistance. Donc là aussi, on augmente la rentabilité de notre diagnostic de tuberculose pulmonaire en utilisant les milieux de culture liquide avec une augmentation de 20 à 30% comparativement à la microscopie. Et donc je vous rapporte ici les données du laboratoire de bactériologie de l'hôpital Ariana que le professeur Slim m'a gentiment donné. Donc les données de 2016 chez tous les patients qui avaient une tuberculose avec microscopie et culture. Et vous voyez que les microscopies négatives avec culture positive, donc les formes possibacillaires, vous voyez que la culture rattrape pratiquement la moitié des patients, donc elles sont pratiquement positives dans 50% des cas. De même, on pourrait se poser la question de l'apport de l'expectoration induite qui pourrait faciliter et améliorer les expectorations et les crachats des patients. Et là, je vous rapporte une étude assez récente qui a porté certes sur un petit nombre d'échantillons, 39 échantillons d'expectoration induite, pratiqués chez des patients donc, qui ont une tuberculose confirmée. Et vous voyez que l'expectoration induite a permis d'avoir des frottis positifs dans pratiquement 18% des cas, mais surtout, elle a permis d'augmenter la rentabilité des cultures, puisque les cultures devenaient positives chez pratiquement 80% des patients. Et même sur les 24 échantillons, où on a fait déjà une technique de biologie moléculaire par PCR, vous voyez que dans plus de la moitié des cas, ça a permis d'avoir une PCR positive, donc d'augmenter la rentabilité de l'examen Biogène Expert. Et en analyse multivariée, ce qui ressort, c'est surtout l'âge jeune, et là peut-être insister de l'utilité de l'expectoration induite chez l'enfant, et surtout la prévalence à la tomodensitométrie d'arbres bronchiques, et ces deux facteurs donc prédictif indépendant, serait un argument de plus pour avoir des cultures positives. D'où l'intérêt de pratiquer l'expectoration induite chez les femmes et les enfants qui n'arrivent pas à bien cracher. De même, il ne faut pas oublier quand même que la fibroscopie bronchique a un apport important. Et vous voyez ici que la fibroscopie bronchique dans cette étude a permis de rattraper, de confirmer le tuberculose chez 10% des patients qui avaient quand même des frottis négatifs après expectoration induite avec des techniques de biologie moléculaire aussi qui étaient négatives. Donc, nous revenons à nos cas cliniques et je terminerai par la troisième observation, qui est une patiente âgée de 80 ans. Dans les antécédents, elle avait des bronchites répétées depuis le jeune âge, avec une dyspnée d'effort depuis 10 ans, avec un syndrome myélodysplanique depuis 5 ans, pour lesquels elle est suivie en hémato, elle est traitée par corticoïdes et des transfusions sanguines répétées. Elle est hospitalisée en décembre 2013 à l'Ariana dans un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë, et finalement à l'interrogatoire, on retrouvait depuis 1 mois la notion d'une taux d'expectoration mucopurulente avec une fièvre traitée par 2 cures d'antibiotiques amoxiclav et lévofloxacine, sans amélioration, voire même aggravation et installation d'une dyspnée de repos. C'est ce qui a motivé son hospitalisation dans le service. À la radiographie du thorax, il y avait une pneumopathie basale gauche en rétrocardiaque avec des signes de distension. Les bacilloscopies sont négatives et on a démarré un traitement antibiotique associé à une oxygénothérapie et une kinésithérapie. L'évolution a été lentement favorable après 20 jours. Donc nous revoyons la patiente à la consultation externe à la visite de contrôle et on reçoit là aussi une culture de crachat positive. Donc, on reprend l'interrogatoire, pas de dyspnée d'effort, pas d'altération d'état général, pas de comptage tuberculeux évident. On termine par une tomodensitométrie thoracique qui ne montrait pas vraiment de lésions évocatrices de tuberculose active, avec des lésions de bronchopneumopathie chronique, des lésions séquelaires, peut-être d'une tuberculose ancienne, et quelques DDB bilatérales multifocales. On refait la recherche de BK dans les crachats
Et on reçoit une culture qui pousse, une culture précoce à 20 jours, qui pousse à un Mycobacterium abscessus, qui est une mycobactérie atypique. Simplement pour vous dire que parfois, quand on a des barres, c'est pas toujours un Mycobacterium tuberculosis ou le bacille de la tuberculose. Pensez, quand il y a une discordance entre l'examen clinique, quand il n'y avait pas suffisamment d'arguments en faveur de la tuberculose, pensez à ces fameuses mycobactérioses qui se voient chez les personnes âgées avec des lésions parenchymateuses ou les patients BPCO tabagiques. Là aussi, je vous rapporte les données de notre laboratoire de bactériologie de l'hôpital de Lariana. Vous voyez que durant les 2012 jusqu'à 2016, nous avons environ 55 cas de mycobactéries non tuberculeuses sur un ensemble de pratiquement de 2500 cas, ce qui fait 2,3% de pourcentage de mycobactéries non tuberculeuses. C'est pas beaucoup, mais il faut y penser. Je reviens en arrière. Voilà. Donc simplement, la dernière plaque quand même, puisqu'on veut être un peu à la pointe, pour vous parler du PET scan, qui peut être un biomarqueur non invasif sensible pour la détection et la localisation de la maladie, de la tuberculose maladie et surtout des formes de tuberculose extrapulmonaire, surtout les formes de localisation, les tuberculoses ostéo-articulaires avec un risque de compression médulaire. Le PET scan pourrait avoir une petite indication et il est surtout intéressant dans l'évaluation et la capacité à la réponse au traitement et donc la capacité de distinguer entre des lésions actives et des lésions anciennes, et pour certains auteurs ça pourrait même dépister précocement des formes de tuberculose résistantes. Mais tout en sachant quand même, le PET scan, c'est un examen coûteux, il a une spécificité qui reste faible, avec une difficulté de distinguer une maladie granulomatose d'une maladie maligne. Voilà. Donc, en conclusion, je voudrais vous proposer un algorithme, si je peux, c'est que devant toute culture de BK positive inattendue, évidemment, il faut à tout prix reconvoquer le malade, bien l'interroger pour essayer d'avoir suffisamment d'arguments en faveur d'une tuberculose maladie. Évidemment, ne pas oublier de vérifier s'il n'y a pas une erreur de laboratoire. Par ailleurs, on terminera notre examen par une radiographie du thorax. S'il y a des lésions de tuberculose évidentes, on passera directement au prélèvement bactériologique. Sinon, on terminera par un scanner qui aura, nous l'avons vu, l'avantage de détecter les lésions infraradiologiques et de guider nos prélèvements per-endoscopiques. Évidemment, pour les prélèvements, pour rentabiliser les prélèvements, peut-être l'expectoration induite de première intention, surtout chez les femmes et les enfants. Ne pas hésiter donc à faire la fibroscopie et le lavage broncho-alvéolaire et ne pas hésiter de demander la technique de gène expert, de biologie moléculaire, puisque actuellement c'est l'indication de première intention si on voit les recommandations actuelles de l'OMS devant toute suspicion, forte suspicion de tuberculose. Pour gagner du temps, il faudra demander le gène expert qui va permettre en même temps de dépister, de confirmer la tuberculose et de dépister à temps une éventuelle résistance du BK. Évidemment, nous aurons alors plusieurs éventualités. Si en refaisant tous ces prélèvements et on aboutit à un diagnostic des bacilloscopies positives ou une culture positive, nous retiendrons notre diagnostic de tuberculose et on démarrera le traitement. Sinon, l'autre alternative, on peut avoir aussi une mycobactérie atypique et à ce moment-là, le traitement est bien particulier. Sinon, dans tous les cas, si le bilan est négatif, si nous n'avons aucun argument, on peut attendre et revoir le patient et le contrôler et éduquer le patient et sa famille à recontrôler au moindre symptôme qui s'installe. Voilà, j'ai terminé. Merci.